de cabinet du président de la République considère les résultats publiés par Idrissa Seck comme des résultats imaginaires. Pour Moustapha Diakhaté, les résultats sortis des urnes donnent leur candidat Macky Sall vainqueur au premier tour. Il était l'invité de RFM Matin. Les projections que nous avions données dans la nuit du dimanche au lundi ont été confirmées par les résultats que les commissions départementales ont eu à compiler. Ce que nous avons donné comme résultat, c'est des résultats qui sont sortis des urnes. Le camp de Idrissa Seck soutient que les résultats à publier sont des résultats sortis des urnes. Oui, mais Idrissa Seck, je crois que ces résultats sont des résultats sortis de son imaginaire. Ça ne correspond absolument à la réalité. Les résultats que la presse a publiés hier, ce n'est pas des résultats que nous leur avons donnés. La presse les a collectés au niveau des commissions départementales. Par conséquent, donc, je crois que véritablement, il raconte des histoires. Pour ce qui nous concerne, nous sommes persuadé que 58% des Sénégalais ont voté pour Macky Sall. Par conséquent, la question du deuxième tour est terminée. Maintenant, s'ils veulent un deuxième tour, ils peuvent l'organiser entre Sonko et Idrissa Seck pour savoir qui sera le chef de l'opposition. Si la Commission nationale de recensement infirme nos résultats, nous allons accepter. Et je crois que ce sera l'ordre de l'impossible parce que les résultats que nous avons donnés, ce sont des résultats qui ont été compilés par les commissions départementales, donc des résultats qui sont sortis des urnes, des bureaux de vote et des lieux de vote sur l'ensemble du territoire national et de la diaspora. Les leaders de la coalition IDI 2019 en conférence de presse cet après-midi, ils vont se prononcer sur les résultats de la présidentielle de dimanche dernier. La coalition IDI 2019 a publié des résultats considérés selon eux comme les vrais résultats. Les précisions de Birahim Seck, le coordinateur du Forum civil, déclare n'avoir jamais dit qu'un deuxième tour est inévitable pour la présidentielle. Il affirme à travers un post que son compte Facebook a été piraté. La Commission nationale de recensement des votes devrait publier les résultats provisoires entre demain jeudi ou vendredi au plus tard. La mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale et des scouts du Sénégal dresse le bilan de l'élection présidentielle du 24 février, globalement positif malgré quelques dysfonctionnements. Les dysfonctionnements, a dit la mission, n'entachent en rien la sincérité du scrutin face à la presse. Elle a formulé des recommandations à l'endroit de la Sénat, du ministre de l'Intérieur et des candidats. Le président de la Commission, Abbé Alphonse Seck, au micro de Souadou Ndiaye. La mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale Justice et Paix et des scouts du Sénégal a constaté le déroulement du scrutin dans un climat serein et apaisé, en dépit des dysfonctionnements constatés. La bonne tenue du scrutin démontre que des défis majeurs ont été relevés, notamment sur les points liés à la transparence et à la sincérité du vote. Les enseignements tirés du processus. Relativement aux populations, la confirmation de la maturité civique des populations, illustrée par le calme et la sérénité qui ont caractérisé le déroulement du scrutin, conforte l'enracinement progressif de la culture démocratique. Relativement à la société civile, la mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale Justice et Paix et des scouts du Sénégal apprécie à sa juste valeur la volonté de la société civile sénégalaise et sa capacité à s'organiser et à s'engager dans le processus électoral pour l'avènement durable d'un état de droit et l'enracinement de la démocratie. La mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale Justice et Paix et des scouts du Sénégal tient cependant à souligner que des défis restent à relever. Dans cette optique, elle formule les recommandations suivantes. Le taux de participation enregistré au cours de cette élection présidentielle est un motif de satisfaction pour la mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale Justice et Paix et des scouts du Sénégal. Toutefois, la mission recommande à la Sénat de continuer à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents électoraux et leur mise à disposition conformément au code électoral. À la presse nationale et internationale de rester dans le rôle d'informateur, de s'abstenir de publier des résultats non officiels et de fausses tendances. RFM, la radio de toute l'actualité. Retour à la cité imbécile sur les lieux du sinistre au lendemain de l'incendie qui n'a rien laissé sur son passage. En pleine nuit hier, un enfant y a même perdu la vie. L'origine du feu n'est toujours pas connue sur place. C'est la désolation et la tristesse. Les sinistrés réclament beaucoup plus de considération
de la part des autorités. Nous y reviendrons avec le reportage de Salimata Awa. Un nuage de poussière recouvre Dakar et s'invite jusque dans les demeures. Des ménagères qui passent toute la journée à dépoussiérer. Cela fait des heures supplémentaires intenables. Voyons tout cela dans ce reportage signé Aïssatou Diak. Trouvée chez elle à la rue 15 de la Médina, en train de faire le ménage, Seyna Boumbaï confie que la poussière l'oblige à faire un grand ménage tous les jours. C'est vraiment dur. Je fais le ménage chaque jour et je suis obligée d'appeler les enfants pour qu'ils m'aident à nettoyer les escaliers et à faire tout le reste. Vous voyez, là je suis en train de faire le ménage. J'aide les bonnes parce qu'elles ne peuvent pas tout faire toutes seules. Même les plantes, je les nettoie chaque jour. Fatou Fall, habitant dans la même rue, soutient que ce problème est très sérieux et les empêche de sortir. C'est vraiment difficile. Nos chambres sont devenues poussiéreuses et on ne peut même plus rester dans la rue pour prendre l'air, tellement c'est irrespirable à cause de la poussière. Depuis quelques jours, une mauvaise qualité de l'air est notée à Dakar. Une situation déplorable pour les ménagères qui souhaitent la fin de cette situation le plus rapidement possible à cause des efforts supplémentaires qu'elle leur impose. Saisie de 3 motos, 3 vélos, une tronçonneuse et 15 troncs d'arbres. Opération menée par le lieutenant-colonel Amar Fall, conservateur du parc national Nyokolo-Koba de Tambacounda. Il est au micro de Moussa Oumargueye. 15 grumes de veine, 3 vélos, 3 motos et une tronçonneuse. Puisqu'ils ont choisi la date du 24, le jour des élections, pour entrer dans le parc et faire ses ravages. Appréhender deux individus, 2 braconniers, et saisir tout le matériel que vous voyez ici, qui sont de 21 chars. Dans la partie ouest, donc dans la zone du Misserogonas, Kalifourou, Kouloundou. Nous avons augmenté le nombre de brigades mobiles. Maintenant, on a 3 brigades mobiles à l'intérieur du parc. Et au niveau de chaque zone également, on a une brigade zonale. Ce qui fait 6 brigades mobiles à l'intérieur du parc. D'essayer d'augmenter la surveillance aérienne au niveau du parc. Actuellement, au niveau du parc, on doit faire une surveillance aérienne. Utiliser les drones et les JLM pour renforcer la surveillance. Parce qu'il y a 22 postes fonctionnels et 6 brigades mobiles qui fonctionnent. Et n'empêche, il y a des gens qui entrent. Les agents ne peuvent pas être partout parce que le parc est très grand, c'est 913 000 hectares. La campagne de commercialisation de l'arachide se déroule normalement dans la région de Fatick. Près de 16 000 tonnes ont été collectées et près de 3 milliards de francs CFA versés aux producteurs. La direction régionale du développement rural souligne qu'il n'y a aucun bon impayé pour cette campagne. Aminata Goudjabi. 2 mois après le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide, la direction du développement rural de Fatick tire un bilan à mi-parcours satisfaisant. Près de 16 000 tonnes de graines d'huilerie et de semences certifiées ont été collectées dans les 3 départements de la région de Fatick, que sont Fatick, Foundiougne et Gossas. Mamadou Badiane est le directeur régional du développement rural de Fatick. On a 13 483 tonnes de graines collectées. Et parmi ces 13 483 tonnes de graines collectées, 3 277 tonnes sont évacuées au niveau des huiles, la Sonacos en particulier. 2 499 tonnes de semences certifiées collectées. Ça donne 15 982 tonnes. Déjà, on a dépassé les 15 000 tonnes dont on s'était fixé comme objectif de collecte. Jusque-là, pas de bons impayés signalés et ce sont près de 3 milliards qui ont été versés aux producteurs de Fatick. Depuis le démarrage de la campagne, de 2 423 819 370 francs injectés par les opérateurs depuis le démarrage de la campagne pour la région de Fatick. Pour les semences, ça fait 597 659 425 francs. Et les producteurs ont eu leur argent? En tout cas, jusqu'au moment où je vous parle, on ne nous a pas fait état de bons impayés. Avec la campagne, ce qui est sûr, s'il y avait des bons impayés, ils n'allaient pas arrêter les politiciens. Des contraintes ont été cependant notées. Sur les 101 points de collecte prévus dans la région de Fatick, seuls 58 fonctionnent et seuls 15 opérateurs font la collecte sur les 59 agréés dans la région de Fatick. Aminato Goudjabi, Fatick RFM. Ibrahim Ndoye sera jugé aujourd'hui à Tambacounda. Il a été poursuivi pour homicide involontaire après avoir heurté Cheikhou Touré, conducteur Jakarta, le 11 février dernier lors des affrontements sanglants entre les éléments du PUR et de Benno Bokk Yakaar à Tambacounda. RFM. L'actualité internationale.
qui nous mène au Mali. Première rencontre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé depuis la présidentielle de juillet 2018. Sorna. Le président malien a reçu l'opposant hier dans la soirée. Le candidat malheureux à cette élection avait refusé jusque-là de reconnaître la victoire de son adversaire. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête à l'issue de la rencontre. Soumaïla Cissé a déclaré, je cite, la discussion a été franche. Nous avons abordé sans détour l'ensemble des problèmes. Fin de citation. Selon le leader de l'Union pour la République et la démocratie, la crise que le pays connaît depuis 2012 s'est approfondie et il dit vouloir essayer avec Ibrahim Boubacar Keïta de voir comment conjuguer les efforts pour sortir le pays de ses difficultés. Une nouvelle rencontre entre les deux hommes est prévue. Au Nigeria, Atiku Abubakar ne s'avoue pas vaincu et compte saisir la justice. L'opposition conteste les résultats et donc la réélection de Muhammadu Buhari. Selon la commission électorale, le président sortant a obtenu 56% des voix contre 41% pour Atiku Abubakar. Celui-ci parle d'une parodie d'élection et il ira se plaindre devant la justice. Quelques heures avant la publication des résultats, l'opposition avait demandé aux Nigérians de ne pas tenir compte des résultats. L'opposition dénonce des fraudes massives dans l'organisation du scrutin. Des observateurs nationaux et internationaux ont noté des irrégularités telles que retard à l'ouverture des bureaux de vote, destruction de matériel électoral, intimidation d'électeurs entre autres. Dans un tweet, Muhammadu Buhari a remercié les citoyens pour leur soutien. Burkina Faso, le pays a connu plusieurs attaques terroristes ces derniers mois et pour cette édition du FESPACO, l'accent est beaucoup mis sur la sécurité. Ouagadougou est en permanence sous surveillance policière avec des barrières de sécurité. Les fouilles sont systématiques et depuis dimanche dernier, les forces de sécurité organisent des exercices de simulation d'attaques terroristes. Un reportage dans la capitale burkinabé avec notre envoyé spécial Anna Rocha. Des barrières de sécurité sont visibles dans tous les coins stratégiques de la ville. Les fouilles et contrôles rythment le quotidien des festivaliers depuis le début du FESPACO. N'empêche, les lieux de rencontre ne désemplissent pas. Nous avons rencontré Barthélémy Farah, attablé avec des amis au ciné Neroya. On est obligé aussi. On ne doit pas se laisser abattre par tout ce qui se passe. La joie de vivre, on doit partager ça même quand ça ne va pas. C'est pour cela que vous n'hésitez pas à sortir? Non, moi je n'ai pas peur. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible de plusieurs attaques terroristes. Pas de quoi traumatiser ce jeune Burkinabé. Salif Ouedraogo aussi veut continuer à vivre normalement. Les barrières, les fouilles systématiques, certes c'est réel, mais il faut qu'on leur montre que non. Malgré tout, nous, on doit vivre. Cinéphile, Mohamed Zerbo constate un manque d'engouement pour le FESPACO cette année. Pour lui, il n'y a pas de doute, les attaques terroristes y sont pour quelque chose. C'est pas que si les gens ont eu peur par rapport aux djihadistes, il n'y a pas tellement d'engouement. C'est entre nous, on sait que réellement, ce sont des gens qui vivent au milieu de nous, ce n'est pas des djihadistes réellement. La série d'exercices de simulation d'attaques terroristes organisée dans la zone de Ouaga 2000 va se poursuivre jusqu'au jeudi 28 février. L'objectif, selon le ministère de la Sécurité du Burkina, est d'améliorer l'opérationnalité du dispositif de prévention et de riposte. Anna Rocha, Ouagadougou, RFM. RDC, le président propose de modifier le système électoral pour lutter contre la corruption. Et c'est parce que des candidats aux élections sénatoriales ont annoncé avoir retiré leur candidature à cause du monnayage des voix. Des organisations de la société civile ont demandé que des enquêtes soient diligentées. Félix Tshisekedi suggère donc que les élections des sénateurs et des gouverneurs se fassent au suffrage universel. Il a encore une fois souligné que la lutte contre la corruption figure parmi les principaux axes de son programme. La société civile dit attendre des actions concrètes de la part du gouvernement Binta. Merci beaucoup, Sorna. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Ce sera sur le scrutin présidentiel de dimanche dernier qui a débouché sur un vote identitaire. On en parle avec Momar Seyni Ndiaye, analyste politique, et Djibi Diakhaté, sociologue. Ce sera tout à l'heure. RFM Sport.
Bonjour cher Tidiane. Bonjour à vous Binta Diallo. Aliou Cissé a fait appel à de nouveaux joueurs dans la tanière. Ils sont au nombre de 4 à intégrer la tanière. C'est dans la perspective de la confrontation avec Madagascar pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 le 23 mars à Dakar, plutôt à Thiès, et du match amical contre le Mali le 26 du même mois. Aliou Cissé faisait face à la presse ce matin en présence de Solokam. Dans cette liste, on note beaucoup de retours, mais aussi 4 nouvelles arrivées. Des joueurs dont leurs performances en club ont provoqué leur sélection. Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale A, confirme. Loum Diaye, c'est un garçon que je connais très bien, un garçon vraiment avec beaucoup de potentiel. C'est pareil pour Dial Diaye, durant cette CAN U20, c'est un garçon qui a fait de grosses performances. C'est le cas pour Ismaël Assar, c'était le cas pour Crépin Diatta Kailas. Donc il y a vraiment un travail de suivi des jeunes catégories. Aliou Diaye, c'est un habitué, c'est un garçon qui connaît la maison. Ça doit aussi, je crois que c'est un garçon qui a toujours réclamé haut et fort son désir de venir jouer avec l'équipe du Sénégal. Senti, c'est un garçon intéressant. Certes, le Sénégal a déjà obtenu son ticket pour Égypte 2019, mais le sélectionneur des Lions veut terminer de la plus belle des manières, les éliminatoires. Le match contre Madagascar est un match important, c'est un match à gagner. Nous avons envie d'être dans une continuité de victoire parce qu'en gagnant, on construit, en perdant, on détruit. Après la rencontre contre Madagascar, un match amical est prévu contre le Mali, ce qui veut dire que le Sénégal est déjà sur le chemin du pays des pharaons. C'est l'occasion de donner un petit peu de temps de jeu à certains joueurs. Les Mali-Sénégal, souvent, c'est des matchs très compliqués. Je ne voulais pas que l'équipe se déplace beaucoup. Nous sommes dans des périodes difficiles où certains joueurs ont des échéances très décisives, très importantes. Donc il faut vraiment les préserver sur le plan physique. Les Lions entrent en regroupement le 18 mars à Saly. Sénégal-Madagascar et Sénégal-Mali, ce sera au stade Lat Dior de Thiès les 23 et 26 mars. Des retrouvailles Chertidiane, Real Barcelone. C'est un classico en Espagne. Ce sera à 20h pour désigner l'un des finalistes de la Coupe du Roi à Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid. Les Madrilènes, auteurs d'un match nul 1-1 lors de la demi-finale aller accueillent l'FC Barcelone. Le classico tant attendu par les amateurs a-t-il perdu de son charme après le départ de Cristiano Ronaldo vers d'autres cieux? Messi est-il orphelin du Portugais? Notre confrère Moustapha Sadio de la RTS donne son idée. Bien sûr que non, Chertidiane, franchement. Le classico tient toujours en haleine, je pense, les passionnés du foot et tout, mais ça a perdu de sa superbe quand même. Vu les départs de Cristiano Ronaldo, par exemple, ou de Zinedine Zidane, disons que le Real Madrid est de moins en moins bling-bling qu'avant. Et c'est un côté qui a toujours suscité l'engouement auprès des fanatiques. Et je pense que le classico est de moins en moins attirant. Je sais que les gens se disent quasiment que le Real Madrid ne pèse plus aussi lourd qu'avant. Avec le départ quand même d'un joueur emblématique qui marquait plus de 50 buts par saison depuis son arrivée là-bas, ça suscite de moins en moins, disons, l'engouement au sein des fanatiques. Donc je pense que ça va être très difficile de reconquérir les cœurs des fans, avec un Zinedine Zidane également qui est parti et qui a arrêté du côté de la Maison Blanche. Mais je pense que le Classico a besoin de redorer son blason avec franchement des stars qui devraient rejoindre la Casablanca, mais également le FC Barcelone, parce que même du côté du Barça, c'est moins le cas. Moustapha Sadio, notre confrère de la RTS. Donc ce match est attendu à 20h ce soir à Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Il faudra rappeler que lors de la match aller, les deux formations s'étaient neutralisées un but partout à la même heure dans une autre demi-finale aussi incertaine. Valence accueille le Betis de Séville. Lors de la match aller, les deux formations s'étaient neutralisées 2 buts partout. Binta. En Angleterre, les rencontres de la 28e journée se poursuivent ce soir. À 19h45, Arsenal, qui occupe la 4e place au classement, accueille Bournemouth. Southampton fera face à Fulham. À 20h, un quart d'heure après donc l'entame des deux premières rencontres, Crystal Palace accueille Manchester United, 5e au classement. Chelsea, 6e, fait face à la même heure à Tottenham, 3e. C'est le choc donc de cette journée. À la même heure, 20h toujours, Liverpool qui occupe seule la place de leader, cependant avec 1 point de plus que Manchester City.
accueille Watford. Manchester City à la même heure, deuxième au classement donc, fait face à West Ham United hier à l'entame donc de cette 28e journée du championnat anglais. Leicester a reçu et battu Brighton 2-1. Everton d'Idrissa Gana Gueye en déplacement est allé battre au Pays de Galles Cardiff 3-0. Huddersfield à la maison bat la formation de Wolverhampton 1-0. Newcastle domine la formation de Burnley sur le score de 2-0 et s'éloigne petit à petit de la zone de relégation. Bita. Merci cher Tidiane. RFM, la chronique du jour. Politique et relationnelle. Une problématique à inconnus multiples et variables. S'engager en politique, on le découvre dans la pratique, c'est l'obligation de se décharger de beaucoup de préoccupations et activités quotidiennes qui constituaient auparavant l'essentiel de votre vie. Il en est ainsi forcément, immuablement, parce que l'activité politique est totalitaire. Bousculer, que dis-je, bouleverser les repas de famille et leur caractère d'intimité. Les loisirs qui sont comme un complément d'existence et qui assurent votre équilibre à la fois intellectuel, physique et sociétal, tout cela relégué parmi les souvenirs anciens. On regrette tout cela seulement quand des ankyloses et autres signes de vieillesse, ajoutés à la solitude, vous rappellent tout ce que vous avez perdu. Dieu fasse que vous n'ayez pas effacé et enterré dans ce long parcours consacré à la quête de lauriers, de vieilles amitiés et de simples compagnons de combat, encore plus seuls et plus à plaindre. C'est alors le temps des souvenirs amers, des batailles manquées que l'on ressasse et de la gloire qui vous a trahi et a choisi l'adversaire, pourtant moins brillant et moins honnête. Qui se souciera de votre passé, de vos prêches? On pestera contre le destin injuste, parce qu'on reste convaincu d'avoir été du bon côté de la lutte politique, du camp des héros. RFM, la presse du jour. C'est avec Georges Détché-Diop. Idi fait comme John. En attendant la publication provisoire des résultats du scrutin de dimanche, la coalition Idi 2019 exhibe des chiffres qui, selon l'observateur, appellent à un second tour. Ce qui fait dire à Source A que la calculette de Mara parle. Mais que dit-elle? L'observateur, Vox Populi et Source A mettent en exergue les chiffres rendus publics par Idrissa Seck après compilation de procès-verbaux issus des 45 départements du Sénégal et de 5 départements de la diaspora. Le document crédite Macky Sall d'un taux de 46,68%, 27,68% pour Idrissa Seck, 19,57% pour Ousmane Sonko, 4,99% pour Issa Sall et Madické Niang, 1,13%. Un second tour est donc inévitable selon Idrissa Seck, ce que refutent les résultats du camp de Macky Sall qui donne le président sortant vainqueur avec 58,65%. Résultat à la page 4 de Vox Populi qui titre Macky Idi, chiffre contre chiffre. En tous les cas, la conviction de Birahim Seck du Forum civil est que cette élection présidentielle est une élection à 2 tours. C'est ce qu'il a confié à l'observateur. Pape Diogoye Faye, lui, n'est pas du même avis. Dans Direct Info, il affirme que le président Macky Sall fonce vers la victoire et nulle part, ajoute-t-il, n'apparaissent les arguments valables pour un contentieux électoral sérieux. Une chose pour le moins sûre, si l'on se fie au quotidien national Le Soleil, l'Union européenne évalue positivement l'élection présidentielle. La mission d'observation de l'UE a aussi plaidé pour une restauration du dialogue entre les forces politiques du Sénégal dans l'optique de préserver la stabilité du pays. Quant aux États-Unis, le quotidien gouvernemental apprend qu'il félicite le peuple sénégalais. Pas que l'UE et les États-Unis, l'Union africaine et la CEDEAO ont donné aussi leurs avis. Et Libération indique qu'elle décerne un satisfecit au Sénégal et félicite les Sénégalais pour l'organisation du scrutin. Scrutin que Macky Sall a perdu à Touba. D'ailleurs, il n'y a jamais gagné. Et l'observateur, dans sa livraison du jour, tente de donner les raisons profondes des lourdes défaites de Macky Sall dans la cité religieuse. Entre autres, les choix du président, la guerre fratricide, l'absence d'animation de son parti, la campagne de diabolisation. L'un des
des adversaires de Macky Sall, que beaucoup appellent la révélation politique de ces dernières années, est à la une du quotidien Le Quotidien, à la une du journal Les Échos aussi. Ousmane Sonko qui, selon le journal Le Quotidien, crève l'écran. Et pourtant, il était considéré comme le candidat des réseaux sociaux. Pour Le Quotidien, les résultats provisoires du scrutin présidentiel montrent que le leader de PASTEF est aujourd'hui une réalité politique nationale par son score. La percée de Sonko, en Casamance surtout, elle intéresse Les Échos. La lecture qu'en fait le journal est que le Oumo Ololi, il est des nôtres en Diola, a répondu au Nedoko Bandoum et la sortie malencontreuse de Cicelo a brisé les pieds de Macky Sall à Ziguinchor. Jetons à présent un coup d'œil dans l'enquête. Le journal indique qu'au vu des résultats, Abdoulaye Baldé à Ziguinchor, Mamadou Lamine Keita à Bignona et Petit Gueye à Sokone, Abdoumba Kendao à Mbaké n'ont pas su convaincre leur base. Et au sujet de Aïssata Talsal et Modou Diagne Fada, le journal parle de ralliement payant. Et en ce qui concerne Aïdambo et Bamba Fall, de neutralité préoccupante et dangereuse. Perdante aussi. Sport pour terminer avec la Coupe du Roi en Espagne et les demi-finales retour. En attraction, un Real Barça. Mais qui pour la finale s'interroge record? Réponse ce soir. À l'aller, un but partout. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Momar Seni Ndiaye, analyste politique. Bonjour Momar Seni. Bonjour Binta, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Nous recevons également Djibi Diakhaté, sociologue. Bonjour Djibi Diakhaté. Bonjour Binta, bonjour. Alors le scrutin présidentiel de dimanche, Djibi Diakhaté, il est dit qu'il a débouché sur un vote identitaire. Aujourd'hui, quelle explication faut-il en faire? Je crois, après avoir salué mon ami et frère Momar Seni, je crois en réalité qu'il y a quelque part une exagération qui a voulu mettre l'accent et mettre le curseur essentiellement sur l'identité dans le vote du 24 février dernier. On peut noter effectivement que dans certaines localités, il y a des candidats qui ont fait des percées, mais on ne peut pas lier cette percée... Dans leur localité d'origine. Dans leur localité d'origine, on ne peut pas immédiatement lier la percée seulement au fait que ces candidats appartiennent à cette localité. Je donne un exemple. Quelqu'un comme Madi Kenyan, très attaché à la communauté mouride, n'a pas fait d'excellents scores dans cette communauté. Et dans certains cas, il a été devancé, vraiment devancé par d'autres qui appartiennent à d'autres confréries. Ça veut dire simplement qu'au fond, l'appartenance à une localité ou à une confession peut constituer un déterminant important, mais je crois qu'il y a eu derrière le projet porté par le candidat en tant que tel. Donc, un projet porté par un candidat, un discours articulé par un candidat, un profil incarné par le candidat qui croise maintenant l'appartenance à une localité, à une confession, et à partir de ce moment-là, ça fait un ensemble de facteurs, un ensemble de déterminants qui peuvent expliquer l'orientation d'un vote de la part de l'électeur. Donc on ne peut pas seulement mettre l'accent sur l'identité comme facteur exclusif du vote. Je crois que ce serait une analyse, il me semble, plus ou moins réductive. Alors, Momar Seni Ndiaye, est-ce que donc c'est exagéré, comme le dit Djibi Diakhaté, de dire qu'aujourd'hui, ce qui est sorti des urnes est plutôt communautaire, identitaire? Je ne suis pas loin de partager l'approche qu'a décrite aussi de manière aussi nette et claire mon ami et frère Djibi. Je pense qu'il s'agit de ce qu'on appelle ici un réflexe de terroir qui peut se comprendre parfaitement parce que tout simplement, en commençant par le cas de Sonko, c'est la première fois quasiment depuis l'indépendance que les Casamancés, il faut les appeler comme ça, la région naturelle de la Casamance, a un candidat. Il est évident qu'avec le départ de Baldé, et compte tenu effectivement des problèmes économiques qu'ils ont rencontrés, qu'ils rencontrent tous les jours, ils ont pensé devoir se reporter sur un fils du terroir. Ce n'est pas forcément l'exclusion des autres ethnies, et ce n'est pas également aussi une sorte de stigmatisation, mais probablement un réflexe de terroir parce qu'il faut aujourd'hui avoir, ils pensent effectivement qu'un enfant issu de leur terroir qui comprend mieux leurs problèmes est plus à même de les résoudre que quelqu'un qui de l'extérieur essaie de voir à la loupe leurs problèmes et tente d'apporter des solutions. N'oubliez pas qu'en Casamance, on a toujours parlé d'aller au Sénégal en parlant de la Casamance. Pour ce qui concerne le vote de Matam, c'est là également la même chose. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que
on a inscrit massivement sur les listes électorales des jeunes gens qui ne sont pas toujours des halpulaars. Les amener pour les inscrire au nom de la compétence nationale qui est dans le code électoral, pour leur demander d'aller s'inscrire à Matam en vue de les utiliser presque comme du bétail électoral. Le mot n'est pas de trop, justement en les motivant financièrement et matériellement. Parce qu'en réalité, si on regarde bien les choses, il n'y a pas un argumentaire, il n'y a pas une volonté réfléchie pour les halpulaars de dire nous sommes des halpulaars, c'est notre temps aujourd'hui, c'est l'alternance polaire, il faudrait que nous nous regroupions pour voter pour un fils du terroir comme Macky Sall. Donc il n'y a pas une volonté réfléchie, il y a simplement que ce sont les hommes politiques qui essaient d'exploiter parfois certains instincts primaires pour essayer d'exploiter le vote. Et à mon avis, ce sont vers les hommes politiques-là qu'on doit, c'est sur eux qu'on doit taper, c'est eux qu'on doit dénoncer parce que tout simplement, ils sont en train d'utiliser ce réflexe identitaire qui est normal pour essayer de les exploiter. Mais justement, et pour ce qui concerne maintenant Touba, évidemment, il n'y a pas d'autre explication que des problèmes internes, parce que tout simplement, leur attachement à Abdoulaye Wade est un attachement quasi atavique, qui le dit, puisque Abdoulaye Wade n'est pas là, Idrissa Seck est considéré comme son fils spirituel. Même s'ils le disent ça, ils vont voter pour Idrissa Seck. Alors, si les électeurs aujourd'hui ont décidé, ou bien certains électeurs, Djiby Diakhaté, ont décidé de reporter leur vote sur un des fils du terroir, est-ce qu'on n'est pas quand même censé de dire qu'il y a eu repli communautaire et quelles pourraient être les conséquences d'un repli communautaire? Djiby Diakhaté. Je crois que pour le cas de l'électeur, il est imbu d'une certaine rationalité. C'est ça le problème pour moi des réductions. L'électeur est quelqu'un qui peut comprendre le discours prononcé par les différents candidats. C'est quelqu'un qui peut comprendre les messages, les projets de société, les propositions, tout cet ensemble-là fait par les différents candidats. Et c'est quelqu'un aussi qui met en avant son propre intérêt, lui, en tant que citoyen sénégalais, qui met en avant aussi l'intérêt de sa communauté, l'intérêt de la nation. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, ce sont des éléments qui sont décisifs qu'il faut mettre en avant, maintenant qui croisent l'appartenance à une communauté ou à une confession. Donc, moi, je voudrais vraiment que l'on mette en avant la rationalité de l'électeur, qu'on ne le considère pas seulement comme quelqu'un qui agit simplement parce que Sonko est quelqu'un qui est porteur d'un discours. Sonko est quelqu'un qui est porteur d'un projet de société. C'est quelqu'un qui a un certain profil qui, si vous voulez, suscite une confiance de la part de beaucoup de Sénégalais et qui fait certainement que les gens ont mis en avant cela, qui a croisé l'appartenance à tel ou tel autre clocher, etc. Donc moi, je considère que pour le cas du Sénégal, il y a une histoire qui a été construite et il y a, si vous voulez, une sorte d'engagement des électeurs à aller vers tel ou tel autre candidat, plus en fonction des intérêts des électeurs, de leur rationalité propre, de leurs préoccupations du quotidien. Et maintenant, le fait d'appartenir à tel ou tel autre clocher, à telle ou telle autre communauté, vient constituer un plus, mais à mon avis, n'est pas le déterminant exclusif du vote du Sénégal. Mais Djiby Diakhaté, que faut-il quand même faire pour que la question identitaire ne se reflète pas, ou bien ne se reflète plus dans le comportement électoral? Mais je crois qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est forcément mauvaise lorsque on considère que, comme l'a dit Momar Seyni, le candidat qui appartient à la localité est peut-être plus sensible aux préoccupations des habitants de cette localité. Ça veut dire que de plus en plus, on va avoir des revendications propres à des localités, des préoccupations propres à des localités portées par tous les habitants de la localité qui travaillent pour le développement, pour l'émergence de la localité. Mais donc, ça peut aussi engendrer des conséquences fâcheuses. Oui, mais justement, et c'est là où le travail doit être mené au niveau des écoles du parti. Oui. Je crois que le militantisme aujourd'hui doit être la formation des militants, la formation des citoyens. Lorsque j'ai vu aujourd'hui tous les citoyens s'intéresser à la question de l'élection présidentielle avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup d'enthousiasme, mais je dis que ça c'est une excellente chose. Mais
ça veut dire qu'il y a un engagement citoyen, qu'il y a une nouvelle conscience citoyenne qui est en train de se renforcer. Maintenant, il ne faudrait surtout pas que cela conduise à des irrédentismes et à des extrémismes qui sont toujours fâcheux pour l'unité de la nation et pour le progrès sur le plan social comme sur le plan économique. Donc ça demande, à mon avis, un travail au niveau des différentes organisations politiques en termes d'éducation des militants pour que les gens connaissent les idéologies, connaissent les programmes, connaissent les principes et qu'on travaille plus sur cela que sur d'autres considérations. Merci Djibi Diakhaté, que nous retrouverons dans un instant dans le journal en Wolof de la Jassane Gueye. Momar Seni, que faut-il faire pour vraiment accompagner, structurer ce vote identitaire? Mais il faut quand même comprendre que ce sont les hommes politiques de quelque bord qu'ils se situent qui en sont responsables. Il faut analyser à la base quel est le discours politique que tiennent les hommes politiques une fois qu'ils sont sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Il faut aujourd'hui une alternance polaire parce que ce sont les Wolofs et les Sérères qui ont dirigé ce pays depuis longtemps. C'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'on dit aux Casamance et aux zones d'ailleurs? Vous êtes marginalisés, tout est concentré à Dakar. Il faudrait qu'un fils du terroir ou des choses de cette nature arrive au pouvoir. À partir de ce moment, si on n'analyse pas le discours politique, si on ne le déconstruit pas, on verra toujours cet instinct grégaire autour duquel les populations soi-disant marginalisés vont se retrouver. En plus, il y a le pouvoir de l'argent. Moi, j'ai vu, par exemple, en parcourant le jour du vote ou la veille, par exemple, des cars entiers de bus aller vers des directions qu'on peut imaginer, déporter, des transbahuter des centaines, des dizaines de milliers de personnes dans ces zones-là pour les amener à voter, parce qu'à la base, on les avait inscrits sur les listes électorales. Le problème, il est là. C'est pas un vote ethnique, c'est un vote, c'est un réflexe de terroir qui est accompagné par une sorte de financement occulte, une sorte de motivation morbide qui pousse les gens à se croire marginalisés, à se croire isolés. Et je pense que tant qu'on ne déconstruit pas le discours politique, tant que la fixation sur le pouvoir continue encore à émerger, à marquer les hommes politiques, on aura ce genre de réflexe. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une communauté polaire, une communauté manjak, une communauté djola ou une communauté mouride qui disent que les autres ne valent rien avec un argumentaire, avec des moyens qu'ils ont déployés eux-mêmes. Vous pensez qu'un petit tireur, excusez-moi l'expression, va quitter le Dakar pour aller voter à Matam par ses propres moyens? C'est pas vrai. Ce n'est pas possible. C'est parce qu'on a construit ce discours de division, d'exclusion par les moyens, par la simple ambition des hommes politiques. Et globalement, il faudrait qu'on apprenne à déconstruire le discours politique pour faire en sorte que, comme l'a dit mon ami, qu'il y ait un vote rationnel. Absolument. Le vote rationnel, c'est celui qui se lève, qui prend son bulletin, qui dit quel est le candidat qui peut résoudre mes problèmes et qui met son bulletin dans l'urne pour essayer pour faire en sorte que ce candidat résolve ses problèmes. Mais quand on construit un autre discours d'exclusion, en voilà le résultat, parce que si on continue justement dans les médias à parler de vote communautaire, à parler de vote ethnique, c'est nous-mêmes qui encourageons par la force des choses la division entre les différentes ethnies. C'est pourquoi nous avons voulu poser le débat pour trouver les solutions par rapport à... Vous avez raison de poser le débat parce qu'il y a une tendance. Il faut quand même le reconnaître, ce qui se passe à Matam, à Ziguinchor, un peu à Touba. On ne peut pas le cacher. Absolument. Il faut en parler justement, mais il faut aller analyser jusqu'à la base les raisons profondes. Et moi, je pointe le doigt vers les hommes politiques qui tiennent un discours d'exclusion. Voilà, c'est eux qui les encouragent. Il faut déconstruire dans ce cas. Merci